Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT. Dans un mois tout juste, ce sera l'heure de faire votre choix pour le premier tour de l'élection présidentielle. Emploi, social, sécurité, que prévoit le projet socialiste? Réponse dans un instant avec Benoît Hamon, notre invité, porte-parole du PS. Tout de suite, l'actualité de ce mercredi 21 mars 2012 dans le Finistère. IKEA ne veut pas dialoguer, c'est le constat de la CFDT après un mois après les révélations sur le fichage d'un grand nombre de salariés du groupe de meubles suédois. Des délégués centraux ont passé 2 jours dans le magasin de Brest. Ils constatent l'échec de la communication entre la direction et le personnel et ils ne croient pas à la mise en place des mesures de communication, notamment ce numéro vert dédié aux salariés. On les écoute. Aujourd'hui, dans ce magasin, ce qu'on a constaté, en fait, c'est que les salariés étaient livrés à eux-mêmes. On est dans le magasin, c'est notre outil de travail, mais on aimerait avoir une solution assez vite sur ce flicage. Je n'appellerai pas le numéro vert. On fait des permanences syndicales et on a beaucoup de salariés qui viennent vraiment s'exprimer parce que ce numéro vert, on ne sait pas qui c'est qui est au bout. C'est un numéro où on est en relation directement avec la DRH France. Autant dire qu'aujourd'hui, les salariés, on leur a demandé, vous avez ce numéro, est-ce que vous avez appelé? Non, on n'a pas confiance. Donc ce numéro, il ne sert à rien. Moi, ce que j'aurais voulu, enfin nous, organisations syndicales, ce qu'on aurait voulu, c'est que, ils s'adressent aux salariés, qui disent, voilà la situation, il y a eu des choses, maintenant on remet tout à plat, qui reconnaissent au moins une partie de ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on ne leur parle pas. Donc les syndicats vont faire leur travail. Voilà, et rappelons qu'une plainte a été déposée donc par la CFDT dans cette affaire de fichage des salariés. Benoît Hamon, bonjour. Bonjour. Vous êtes pour quelques heures presque à la maison, dans le Finistère, notamment à Saarnand, où vous êtes né. Le respect du droit du travail et des salariés, c'est évidemment un thème fort au Parti socialiste. Le cas IKEA vous interpelle ? Oui, forcément, parce qu'on voit bien que ces conditions de travail se dégradent. Pourquoi? Parce qu'il y a un chômage important, qu'un certain nombre d'entreprises prennent prétexte de chômage important pour obtenir des salariés. Une réduction de leurs droits. Et là, en l'occurrence, il s'agit d'une méthode de surveillance des effectifs par IKEA, éventuellement de surveillance d'un certain nombre d'individus avant de les recruter, et qui est probablement illégal et avec une utilisation des données qui remettent en cause les libertés fondamentales qui sont celles des individus. Alors justement, l'utilisation de ces données, c'est des données police, des données confidentielles. Que feriez-vous si vous étiez aux manettes en ce moment? D'abord, il y a ceux qui ont donné ces informations du côté de la police et qui, on peut imaginer, les ont monnayées pour une partie d'entre elles. Et cela, il faudra évidemment les pourchasser et les punir. Il n'y a pas de raison que la loi ne s'applique pas avec la même sévérité pour les personnels de police que pour tous les autres. Et puis, il y a la pratique qui est celle d'IKEA, qui montre d'abord la conception qui est celle d'IKEA des relations sociales. IKEA, c'est la Suède. On parle beaucoup de la Suède comme un modèle en matière de relations sociales. En général. Voilà. Et on voit bien que là, en l'occurrence, pour une enseigne qui est une enseigne mondiale, l'objectif est d'optimiser ses performances et d'avoir les salariés les plus dociles qui soient. Et bien, si IKEA veut montrer de la bonne volonté, qu'elle commence par avoir un dialogue social correct avec les organisations représentatives des salariés en France, et notamment celles qui ont déposé plainte, ça semble, selon votre reportage, manifestement pas être encore le cas. Non. On va suivre avec la sécurité. Et suite à l'agression d'un jeune mousse le 10 mars dernier à Brest, 7 jeunes garçons ont été interpellés tôt ce matin par les policiers brestois. La victime, un jeune homme de 16 ans, avait reçu un coup de couteau dans le dos alors qu'il circulait dans la rue à proximité de son école. Benoît Hamon, pour rester un peu dans le domaine de la sécurité, le projet socialiste prévoit 1000 postes supplémentaires par an. Alors, on ne sait pas si c'est gendarme, police, justice. De sécurité en fonction d'abord des besoins. Ce qui est certain, c'est qu'on faut arrêter cette illusion selon laquelle on va assurer une meilleure sécurité des Français avec de moins en moins de policiers. Et notamment de moins en moins de policiers sur le terrain. C'est pourtant ce qui se passe depuis 5 ans. Et si on observe une augmentation du nombre d'atteintes à l'intégrité physique des personnes, et donc de violences sur les personnes, comme vous venez de le dire avec la situation de ce jeune mousse, eh bien c'est parce qu'aussi il y a
moins de policiers sur le terrain. Et donc cette question de la police de proximité, de la police qui patrouille, elle est absolument essentielle. Il faut arrêter de juger la police selon des critères qui sont des critères de performance qui sont très éloignés de la sécurité concrète des gens. C'est pas parce qu'on fait du chiffre aujourd'hui qu'on améliore pour autant la sécurité des Français. D'ailleurs, il n'est qu'à demander aux Français: vous sentez-vous aujourd'hui mieux protégé qu'il y a 5 ans? La réponse est souvent non. C'est un des éléments du bilan de Nicolas Sarkozy que nous contesterons devant les Français dans 30 jours. 1000 postes, est-ce que c'est pas un peu anecdotique? C'est déjà d'arrêter le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2, pour que ce non-remplacement soit continu dans l'éducation, dans la santé, dans la police. Donc on arrête ça, nous. Puis on essaye de recruter en plus avec des moyens qui sont des moyens limités. Pourquoi? Parce que de facto, les choix politiques qui ont été faits en plus de la crise ont ruiné la France. Eh bien, malgré cela, nous essaierons de mettre les moyens et progressivement de les mettre là où il y en a le plus besoin. Et pour commencer, dans ce que nous appelons les zones prioritaires de sécurité, là où les Français sont les plus menacés, les plus vulnérables. Si on continue très rapidement sur la sécurité, évidemment aujourd'hui, ce mercredi 21 mars, il y a cette affaire de Toulouse et un peu l'irruption du terrorisme dans la campagne et aussi de la retenue. Alors, vous avez justement choisi un peu de mettre un frein à la campagne ou non? Il y a eu l'annulation du meeting à Rennes. Oui, et puis lundi, à la demande de François Hollande, j'ai indiqué au point de presse hebdomadaire du Parti Socialiste que la campagne était suspendue, au moins le temps du deuil, et c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui unis. Je crois l'ensemble des citoyens français, des formations politiques, autour des victimes et de leurs familles, pour saluer leur mémoire, et qu'il était important que cette campagne soit en tout cas mise entre parenthèses, même si la démocratie continue. C'est pour ça que on continue à s'exprimer et qu'on le temps mais avec réserve, quoi. Oui, puis je pense surtout que ça doit être une invitation à tous les candidats et à mettre un petit peu en veilleuse la violence des arguments, et notamment à ceux qui avaient été particulièrement excessifs. Voilà. On va passer de la sécurité à l'action sociale. Il manque des places pour accueillir les personnes atteintes d'un handicap mental dans le Finistère. Ce jeudi, le Conseil général doit étudier la question pour les 5 ans à venir. Mais du côté des familles, il y a urgence. Explication avec Pauline Ferco. 800 personnes handicapées attendent aujourd'hui une place dans un établissement spécialisé du Finistère. La situation ne date pas d'aujourd'hui. Depuis des années, la liste d'attente s'allonge. Pour les familles, la situation est dramatique. Je suis la maman de Joséphine, 13 ans, donc en situation de handicap. L'an dernier, elle devait être orientée sur l'IME de l'Henriec. Comme faute de place, elle a été mise en liste d'attente et maintenue dans sa liste CESAD. Une amie m'a dit l'autre jour, voilà, ma fille, super, elle passe en 6e. J'ai bien, et elle m'a dit Joséphine. Et donc on a fait le parallèle, comme si sa fille de 6e, on lui disait ah madame, désolée, mais en 6e c'est pas possible parce que cette année il n'y a pas de place dans les collèges, donc votre fille peut pas aller en 6e, rassurez-vous, on va la maintenir en CM2. Un blocage dans le cursus des personnes handicapées qui s'explique par une absence d'établissement adapté pour les plus anciens. Population d'handicap aussi vieillissante qui reste dans les ESAT et les foyers de vie, qui font que les plus de 20 ans qui doivent quitter les IME ne peuvent pas aller travailler en ESAT et rejoindre les foyers de vie, donc restent maintenus dans les IME, qui font que les enfants qui arrivent en IME, que ce soit à 7 ans ou à 12 ans, comme ma fille Joséphine, ne peuvent pas intégrer faute de place. Du côté du Conseil général, l'un des principaux financeurs des établissements spécialisés, la situation semble bien comprise, mais les solutions tardent à arriver. On a d'abord une phase de préparation et de réflexion en partenariat le plus large possible sur ces questions. Et puis ensuite, on met en place une planification. Et pour les 5 ans, dans les 5 ans qui viennent, on a un schéma d'inscrits et qui est programmé financièrement tant en termes d'investissement qu'en termes de fonctionnement. Pour les familles, le temps de la réflexion a assez duré. Aujourd'hui, elles réclament des solutions d'urgence concrètes. Ah, Benoît Hamon, une réaction sur ce reportage, donc le manque de place pour les personnes atteintes d'un handicap mental? Ce sont des problèmes en chaîne. Ça pose la question du financement qui sortent des IME qui n'ont pas de solution alternative, qui sont obligés de rester à domicile avec ce que vous imaginez d'organisation de la vie professionnelle, de la vie de famille quand les
Ces personnes restent à domicile et en même temps, aujourd'hui, à l'école, on sait des postes d'auxiliaires de vie scolaire qui sont supprimés et qui empêchent parfois un certain nombre d'enfants de pouvoir continuer leur scolarisation au milieu ordinaire, ce qui les amène à devoir chercher des solutions spécifiques. On voit qu'il y a là une pénurie aujourd'hui de moyens qui affecte l'ensemble des pouvoirs publics et que cette pénurie de moyens, on ne la réglera pas par des politiques d'austérité. Donc il va falloir mettre les choses sur la table. En tout cas, ce que je peux vous dire sur les auxiliaires de vie scolaire, sur leur statut, comme leur nombre, nous avons pris des engagements donc, clairs. Maintenir plutôt les enfants qui le peuvent dans les structures ordinaires, classiques, ouais, ordinaires. Voilà. Juste un mot très rapide sur un polémique qui est née à Morlaix et autour sur les propos de Nicolas Sarkozy lors d'une émission, c'était Capital dimanche, sur cette question, iriez-vous voir un médecin obligé de s'installer à Morlaix? Ça évidemment amène la question des déserts médicaux. Très rapidement, vous avez une solution? Relever le numerus clausus il y aura ça, mais ça donnera des effets dans 10 ans. Et nous, ce que nous voulons, c'est faire glisser ce que l'on appelle la rémunération à l'acte, faire la rémunération au forfait, c'est-à-dire que la rémunération des médecins dépendra du nombre de patients qui sera le leur, ce qui sera un encouragement à aller dans les zones où il y a beaucoup de patients sans médecin, et notamment pour lutter contre les déserts médicaux en milieu rural ou dans les zones urbaines sensibles, où aussi on manque de médecins. Par ailleurs, nous voulons aussi encadrer les dépassements d'honoraires dans un certain nombre de zones où on n'a pas le choix que de prendre un médecin qui pratique des dépassements d'honoraires, ce qui vous oblige à avoir ou soit une bonne mutuelle, soit parfois à débourser directement. Tout dernièrement, en 2 mots, la priorité pour les 30 jours à venir, pour vous? Le terrain et reparler de ce que sont les attentes concrètes des Français, la santé par exemple, l'éducation, l'emploi. Voilà. Le terrain, ça sera Sarnan ce mercredi soir. Merci Benoît Hamon. Merci à vous d'être venu sur le plateau de TBO. Bonne soirée à vous. On se retrouve demain à 18h15 pour un nouveau point sur l'actualité.